Dans le parc national des Virunga, en République démocratique du Congo, il y a un orphelinat unique au monde. Il a été bâti pour recueillir les grands gorilles des montagnes orphelins ou incapables de vivre à l'état sauvage. C'est le centre Senkwekwe, un reportage de la PSA. L'année 2007 a été particulièrement meurtrière pour les gorilles des montagnes du parc national des Virunga. 9 d'entre eux ont été tués par des braconniers et des groupes rebelles infiltrés, dont Senkwekwe, un imposant dos argenté. Ces massacres répétés ont laissé 2 bébés orphelins, Ndakasi et Ndeze. Un orphelinat a été construit pour héberger les 2 jeunes femelles, nommées Centre Senkwekwe, en souvenir du chef de famille décédé, devenu le symbole du martyre de ces grands animaux. Depuis, la famille s'est agrandie. D'abord avec Matabeshi, le seul mâle de l'orphelinat. Il a été récupéré errant dans un champ de maïs, une corde autour de la taille. On suppose qu'il a fui un braconnier qui le retenait prisonnier. Puis est arrivée Mutsuka, la plus jeune du groupe, elle n'a pas 4 ans. Les rangers l'ont trouvée avec une jambe coincée dans un piège installé par des braconniers. Son pied a dû être amputé. Ces gorilles ne peuvent plus vivre à l'état sauvage étant donné qu'ils sont beaucoup plus attachés aux humains. Et depuis qu'on les a récupérés à partir de la forêt, ils étaient à l'âge de l'un de 2 mois, l'autre de 4 mois de naissance. Et ils étaient exclusivement nourris de lait maternel. Alors ils savent que leur famille, c'est nous les gardiens, c'est nous qui sommes leurs parents, nous sommes tout pour ces gorilles. Maintenant, les séparer avec nous, ils ne se sentiront vraiment à l'aise. 6 gardiens s'occupent des orphelins et partagent avec eux des moments privilégiés. Le matin, avant d'aller s'éclater dans la forêt, jouer ou se poser dans les hamacs pour faire la sieste, les gorilles prennent leur petit déjeuner. André prépare un porridge auquel il incorpore des nutriments et des probiotiques. On leur donne également des légumes et des fruits qu'ils peuvent déguster tout au long de la journée. Et ils sont habitués à une alimentation qui est différente de celle de leur milieu naturel. On leur donne de la nourriture, mais vraiment, ils ne savent pas se débrouiller, se chercher eux-mêmes la nourriture à l'intérieur de la forêt comme les autres gorilles dans leur milieu naturel. La solution définitive pour ces gorilles, c'est de les encadrer dans cette forêt ici à Rumangabo et sous notre contrôle. Senkwekwe est le seul orphelinat pour grands gorilles des montagnes, une espèce dont la population est estimée à seulement quelques 1000 individus. Ces animaux sont victimes de réseaux de braconniers qui cherchent à s'emparer des bébés pour les vendre comme animaux de compagnie, quitte à tuer les adultes qui les protègent. Les activités du parc, dont la protection des animaux qui y vivent, demandent beaucoup de moyens financiers. Le tourisme est une des sources de revenus. Le tourisme est vraiment très important pour la protection des gorilles parce que quand les touristes viennent les visiter, ils payent de l'argent et cet argent nous aide à donner du boulot aux gens, ça nous aide à encadrer les jeunes gens, à amener le développement pour cette région. Et à cause du tourisme, nous avons beaucoup d'informations à travers le monde. Les gens sont au courant de tout ce qui se passe dans le parc national de Virunga. Le tourisme est également une motivation supplémentaire pour les gardes du parc qui mettent sans cesse leur vie en danger. Quelques jours après le tournage de ces images, 2 touristes et leurs chauffeurs ont été enlevés, le ranger qui les accompagnait tué. Le 8e en un peu plus d'1 mois. Le parc a décidé de fermer ses portes et ne les rouvrira pas avant 2019. Ndagazi, Ndeze, Matabeshi et Mutsuka, inconscients des dangers qui menacent leurs frères et ceux qui les protègent, s'apprêtent à faire dodo. Et comme dans la nature, les gorilles construisent un nid pour dormir, André et ses collègues remplissent chaque soir leur dortoir de branches et de feuillages.
Dans les pays africains où la chasse est autorisée, le tourisme cynégétique est en pleine expansion. Outre la chasse au trophée traditionnelle, l'Afrique du Sud, parmi d'autres, propose une variante encore plus cruelle nommée la chasse en boîte ou la chasse close, un reportage de la PSA. Yann Michler est un naturaliste sud-africain qui s'efforce d'informer le public et les autorités sur une activité en pleine expansion en Afrique et plus particulièrement dans son pays, la chasse close, dont les cibles préférées sont les grands prédateurs et surtout le roi des animaux, le lion. La chasse close est différente de la traditionnelle chasse au trophée. Lors d'une chasse au trophée, considérée par les chasseurs comme étant équitable, les animaux chassés sont sauvages. Elle se déroule sur un très grand espace ouvert, ce qui donne une petite chance à la proie de pouvoir s'échapper et ne garantit pas au chasseur son trophée. Pour ceux qui pratiquent la chasse close, le trophée est garanti. Les animaux utilisés pour la chasse en boîte sont nés et élevés en captivité. Pour qu'elles puissent rapidement à nouveau s'accoupler et mettre bas, les petits sont séparés très tôt de leur mère et sevrés par des humains. Souvent par des bénévoles venus des quatre coins de la planète, persuadés de participer à un programme de conservation des espèces. Une fois adultes, les animaux sont proposés à la chasse contre rémunération. S'ils trouvent acquéreur, ces lions peu farouches car habitués à l'humain sont installés dans un espace restreint et clôturé, sans aucune possibilité de fuite, parfois drogués, et le valeureux chasseur n'a pratiquement plus qu'à appuyer sur la gâchette, puis repartir avec son trophée. La chasse close, qui s'apparente plus à une mise à mort, est une activité très lucrative qui touche différentes espèces. Elle offre deux avantages de taille à ceux qui la pratiquent. Elle est plus facile et moins onéreuse qu'une chasse au trophée traditionnelle. Pour Yann Michler, le moyen le plus efficace de stopper cette pratique et de faire fermer les structures d'élevage serait d'adopter une loi interdisant l'importation de trophées dans chaque pays d'origine des chasseurs. C'est chose faite en Australie depuis le mois de mars 2015, où l'interdiction d'importation s'applique aux trophées de chasse liés au lion. Dans une moindre mesure, notre pays est également concerné par cette industrie immorale. Chaque année, 2000 Suisses s'adonnent au tourisme cynégétique dans des contrées lointaines. En Suisse, on a réussi d'introduire une motion au Parlement. Malheureusement, elle a été refusée. Mais nous savons qu'il y a quelque chose qui bouge maintenant en Europe. Et si là, on interdit l'importation des trophées, alors je pense que le Conseil fédéral va suivre. Selon Yann Michler, les 150 fermes d'élevage que compte l'Afrique du Sud abritent 8000 lions, plus du double de la population sauvage estimée à 3000 individus. 8000 lions qui végètent et vivent dans les mêmes conditions que des animaux de rente, une véritable insulte à la culture locale. Il y a suffisamment de raisons valables pour interdire ces élevages. Ils n'ont rien à voir avec la conservation de la faune. Ils dupent les bénévoles qui pensent participer à un réel projet de conservation des espèces, ce qui est totalement faux, et les conditions d'élevage de ces animaux sont contraires au bien-être et à la protection de l'espèce. La chasse close est bel et bien une industrie. Sans le savoir, des milliers de touristes, qui ne sont pas des chasseurs, y participent. En visitant les fermes, en payant quelques dollars pour caresser d'adorables lionceaux, jouer ou se promener avec eux. La banquise est l'unique territoire de chasse de l'ours polaire. À cause du réchauffement climatique, cet espace vital à sa survie diminue d'année en année. Chaque automne, quelques 1500 ours blancs envahissent la toundra des environs de Churchill, une petite ville canadienne située sur les bords de la baie d'Hudson et surnommée la capitale mondiale de l'ours polaire, et attendent patiemment que l'eau gèle. Un reportage de la PSA. La population d'ours polaires est estimée à 25 000 individus. L'ours polaire est le plus grand carnivore terrestre. Il s'alimente presque uniquement de phoques. La banquise est donc son seul territoire de chasse. On distingue deux sortes de banquises, la permanente, centrée sur l'océan Arctique, qui ne fond jamais, même en été, et la côtière qui se forme en automne. Les deux banquises fusionnent en hiver. C'est en octobre que les ours polaires quittent la terre ferme pour aller chasser et se nourrir.
Ils reviennent en été lorsque la banquise côtière fond et y passent 4 mois en état de semi-hibernation. Ils jeûnent et perdent plus d'un quart de leur poids. Avec le réchauffement climatique, les régions polaires ont perdu 3 semaines d'hiver en 30 ans. La durée de vie de la banquise diminue de façon alarmante. Si la banquise est le garde-manger de l'ours polaire, elle est aussi son territoire de reproduction. Les grands plantigrades s'y accouplent au printemps. Invariablement, 4 ovaires sont fécondés, mais leur implantation dans l'utérus est différée à l'automne et dépend du poids de la future maman. Plus elle aura emmagasiné de graisse, plus grand sera le nombre d'embryons qui se développeront. En général 1 ou 2. Les oursans naissent en décembre sur la terre ferme et quittent leur tanière au mois de mars. Ce processus représente pour la maman un véritable tour de force, un jeûne de 8 mois. Churchill est une petite ville de 960 habitants située au bord de la baie d'Hudson. Elle est surnommée la capitale mondiale de l'ours polaire. En automne, ces derniers s'installent dans la toundra aux alentours de la ville. L'ours, généralement solitaire, partage l'espace de quelques semaines ce territoire avec ses congénères, les renards et les lièvres arctiques et autres harfons des neiges. Ils sont 1500 à attendre patiemment que l'eau de la baie gèle, plus que le nombre d'habitants de Churchill. La confrontation avec l'humain est inévitable. Afin de protéger la population et le grand plantigrade, la région a mis sur pied le programme Alerte ours polaire. Il est fonctionnel et efficace depuis la fin des années 70. Une des particularités de ce programme est la ligne téléphonique Alerte ours polaire qui, pendant la période de présence des ours à proximité de la ville, est fonctionnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 2 personnes au minimum sont chargées de répondre. Les gens, en cas de danger ou s'ils aperçoivent un ours dans les parages, peuvent nous appeler. Cela nous permet de réagir immédiatement. Ce qui rend notre programme unique est également que nous sommes équipés pour la détention des ours polaires. C'est unique au monde. Il s'agit d'un endroit où nous pouvons enfermer pour un certain laps de temps les ours qui s'approchent un peu trop de la communauté. C'est une sorte de prison. La province du Manitoba a investi beaucoup pour la protection des ours polaires, mais le retour sur investissement est considérable. Chaque année, Churchill accueille quelques 15 000 touristes qui viennent observer le blanc plantigrade. C'est incroyable, mais il y a plus de 30 ans, les ours qui s'approchaient de la ville étaient tout simplement abattus. Dans les années 70, les mentalités ont changé et l'ours a perdu son statut d'animal nuisible. Il est devenu une ressource importante pour la communauté. Le tourisme lié à l'ours polaire est aujourd'hui l'industrie la plus florissante de la région. Une industrie qui risque de s'éteindre avec l'ours polaire lui-même. Selon les experts, la banquise côtière est vouée à disparaître complètement d'ici à la fin du siècle. L'ours polaire n'aura plus accès à son garde-manger. Merci de m'avoir accompagné à Saint-Légier et tout au long de cette émission. À bientôt pour un nouveau Tout Doux. L'Ami des animaux, l'organe officiel de la PSA, pour tout savoir sur la protection animale en Suisse et dans le monde. Tout Doux était soutenu par Maxiso pour le bonheur des animaux.